Ce que je réalise, c'est que les entrepreneurs ont besoin de concret et de choses simples, rapidement à mettre en action puis de voir des résultats. Fait que de la théorie pour de la théorie, non. Mais si c'est une méthode qui est éprouvée, qui marche, puis que les principes ont été testés, on parle, tu sais, aujourd'hui, on a plus de 500 000 entreprises à travers le monde qui appliquent cette méthode-là, qui ont des résultats. Fait que, tu sais, j'avais le goût d'avoir ça dans mon bagage pour pas dire c'est Cléo Maheu qui vient dire à Tristan Normand, voici comment je... Tu sais, non. Tu sais, c'est peut-être mon approche ingénieure scientifique, je dirais, là. Il y a de la science derrière ça. Il y a de la science, le côté ingénieur. Fait que cette méthode-là, elle est vraiment éprouvée, elle est bonne et elle fonctionne. Si les gens ont la discipline de le faire. C'est comme tu prends un bon coach pour t'entraîner. Si tu ne fais pas tes entraînements, tu manges des chips à tous les soirs, va l'avoir la bédaine pareil, là, tu sais. C'est qu'on est... Fait que c'est la même affaire. Moi, je compare toujours cette méthode-là à la méthode, tu sais, personnelle d'entraînement. Ouais. C'est l'entraînement des meilleures pratiques à mettre en place dans votre organisation. Bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, rencontre avec des entrepreneurs visionnaires du Québec. Notre invité aujourd'hui, Cléo Maheu, de l'entreprise Hypercroissance. Toujours à mes côtés, Normand Chadwick, mon associé et mon co-animateur. Normand et moi sommes tous deux du cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines et on donne des conseils financiers aux gens d'affaires comme Cléo. Cléo, tu as toi-même ton propre podcast du même nom, Histoire d'hypercroissance, en fait. Merci d'avoir pris du temps pour venir sur le nôtre. Alors, visiblement, ça sera sûrement pas un gros enjeu pour toi là, de subir les caméras et tout. Merci à vous deux de l'invitation, mais j'aime mieux faire parler les gens que parler de moi. Alors, il y a quand même un petit challenge ici, là, c'est correct. On va découvrir des choses aujourd'hui. Exactement. Cléo, on va se lancer en faisant une courte lecture de ta bio puis en parlant un peu de ton passé avant de sauter dans l'entrevue. Alors, mobilisatrice, pragmatique et novatrice, Cléo Maheu est le catalyseur et l'allié ultime de votre hypercroissance. Depuis plus de 15 ans, Cléo est reconnue pour son impact sur la croissance fulgurante des entreprises qui ont travaillé de concert avec elle. Elle est le moteur qui saura comment humaniser l'hypercroissance de votre organisation en la rendant plus performante. Très beau, très bien écrit. Ça donne le goût d'en savoir plus, bien sûr. Alors, parle-nous un peu de ton parcours. Tu nous en as dit un petit peu tout à l'heure en coulisses. Tes études qui mènent à un premier 10 ans de carrière et puis éventuellement une transition vers l'entreprise aujourd'hui puis l'accompagnement d'entrepreneurs. Parle-nous un peu de cette vieille époque. Oui, cette vieille époque. Écoute, je viens d'une famille de médecins. Donc, mon grand-père, Rodolphe Maheu, était le docteur de la première avenue à Saint-Georges-de-Beauce. Donc, tu as fait l'école d'entrepreneurship de Beauce. Et mon père est le 8e d'une famille et était le docteur Rodolphe Maheu aussi, qui prenait la relève. Et donc, toujours immersé dans une vie de famille où on aime donner, on aime prendre soin des autres. Et évidemment, je voulais m'en aller en médecine parce que j'aime aider les gens. Et j'ai fait mon cégep en Beauce, j'ai voulu rentrer à l'université et j'ai pas été acceptée en médecine. Tu sais, j'avais une moyenne de 85, mais ça prenait 95 à l'époque. Et là, mon père était découragé. Il disait, mais je te vois médecin, tu serais bonne. Fait qu'il dit, choisis microbiologie, puis après, tu rentres en médecine. Mais là, j'ai découvert la vie d'appartement et d'université. Et j'étais la fille qui représentait une Beauceronne d'origine. Donc, j'étais la fille qui représentait dans les Olympiades de la Broue. C'est moi, la fille qui était dans l'équipe de gars. Fait que j'ai eu pas mal de fun à l'université. Et après ça, je me suis dit, bon, ben, qu'est-ce que je fais avec ça? Et là, j'avais pas les notes pour rentrer en médecine. Et là, j'ai fait un stage à la ville de Sainte-Foy, toutes les analyses de piscine et tout. Et j'ai découvert quelqu'un en génie chimique. J'ai dit, ben c'est ça, je veux pas m'en aller en maîtrise, je manque d'humain. Fait que j'ai bifurqué en génie chimique, j'ai réussi à faire mes 2 bacs, un bac en sciences, un bac en génie. Je suis encore membre de l'ordre des ingénieurs. Donc, ces 2 bacs-là en 6 ans. Et par la suite, ce désir-là de toujours être dans le milieu médical, ben j'ai joint une compagnie à l'époque qui s'appelait Wyatt. Il y a eu beaucoup de fusions-acquisitions, c'est devenu Pfizer, etc. Donc là, de pharmaceutique. Et je suis tombée
comme un poisson dans l'eau. Ça a été la meilleure école de ma vie, donc de travailler là 10 ans chez Wyatt. J'ai occupé différents postes, autant des postes comme ingénieur de projet en bâtiment. Donc, j'étais la première fille qui gérait des projets de bâtiment de 2 millions de dollars, la transformation des unités où on faisait la fabrication des hormones. Il fallait que je fasse habiller des gars en construction avec le scaphandre et toute la patente. Bref, j'avais déjà de la gueule du chien, tu sais, fait que j'aimais ça. Mais là, je trouvais que c'était trop ingénieur. Non, je veux m'en aller avec les gens. Fait que je suis devenue superviseure de la ligne d'Advil au Canada. J'avais 50 employés, 3 quarts de travail. Et on faisait de l'optimisation des lignes d'Advil, donc tout ça. Et là, je me disais, ben là, c'est trop le jour de la marmotte, j'aime pas ça. Fait que j'avais comme de la misère à trouver un peu, c'était comme trop technique ou trop humain. Et c'est là qu'il y a un poste qui s'est ouvert, manager en amélioration des processus d'affaires. Fait qu'il cherchait par unité d'affaires quelqu'un qui allait aider à faire l'amélioration des processus, l'amélioration des meilleures pratiques, ces choses-là. Et j'ai décidé de m'en aller là-dedans et j'ai été au même moment, j'ai été faire ma formation aux États-Unis de Lean Six Sigma, donc avec Rat and Strong, la Lean Six Sigma Black Belt. Et là, je suis tombée dans un poisson dans l'eau parce que j'accompagnais une équipe de direction d'une unité d'affaires. On définissait les stratégies pour améliorer leur façon de faire. Fait que là, ça a été comme wow, ça a été comme quand je dis la meilleure école. Et là, frappe pour faire le lien avec mon parcours d'aujourd'hui, pourquoi je suis là. J'étais un petit peu tannée, en fait. Si je vous donne un peu de détails, là, il y a sûrement dans votre vie quelqu'un qui vous a dit « Ouais, mais toi, je te vois pas là » ou tu veux pas... Hein? Ça nous est tous arrivé à quelque part. Ouais. Et là, j'avais un patron qui m'avait dit « Toi, tu monteras pas dans la hiérarchie. Tu vas pas être capable de faire des mouvements latéraux. » Ça m'avait tellement insultée. Oui. Hein? J'avais comme fait, attends une minute, toi, tu vas me voir aller. Et là, je me rendais compte que la grande entreprise, j'avais un petit peu trop de chiens. J'étais un disruptor. Oui. J'étais comme un perturbateur, puis je challengeais trop. Puis il y a beaucoup de gens qui me disaient, Cléo, tu serais bonne dans la PME. Tu serais bonne dans la PME. Et enceinte de mon fils, mon père est décédé subitement d'une hémorragie cérébrale à 56 ans. Et là, ça m'a comme donné le coup d'envoi de dire, sais-tu quoi, je vais faire ce que j'aime dans la vie, c'est le coaching, puis je vais aider les PME. Fait que c'est ça un peu l'histoire pour arriver. T'as quel âge à ce moment-là? T'es enceinte? J'ai 31 ans. T'as 31 ans, OK. J'ai 31 ans. Sauf que, tu sais, 31 ans, je suis qui, moi, pour aller voir Normand et Tristan pour leur dire quoi faire dans leur business, alors que, tu sais, fait que j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. Puis là, je me disais, au début, je vais partir en amélioration continue. J'ai une certification Black Belt. Mais là, j'étais là, comment je me différencie? Tu sais, c'était la grosse mode, la PVA, l'amélioration continue, ces choses-là. Puis là, je me dis, comment je vais me différencier? Fait que je me suis mis à chercher une méthodologie. Moi, je venais de la grande entreprise, j'étais habituée. Et c'est comme ça, de bouche à oreille, j'ai parlé avec Frédéric Luca de Prima Ressources qui dit, Cléo, il dit, il y a une méthode américaine, puis ils n'ont pas de coach francophone. Ça t'intéresserait-tu? Alors, à ce moment-là, j'ai joint l'organisation Skilling Up aux États-Unis. Et d'ailleurs, moi, c'est comme ça, la première fois que j'ai entendu ton nom, ça fait déjà quand même longtemps, je possède le livre, imagine-toi, je l'ai même lu en plus, ce qui est assez rare, parce que je possède certains livres que je n'ai pas encore lus, mais c'est le livre Scaling Up, dont tu as, à travers les éditions Gazelle, que tu as fondé d'ailleurs, eu les droits finalement de le traduire puis de le promouvoir là, en français, c'est bien ça? Exactement. Fait qu'en fait, puis tu sais, je vous raconte une anecdote, là, tu sais, quand j'ai joint l'organisation, il faut se reporter il y a 17 ans, et là, il y a seulement 40 coachs à travers le monde. Moi, je suis la jeune femme francophone qui parle d'un anglais cassé. Et là, les 39 autres coachs, ce sont des Américains, been there, done that. J'ai géré ma business, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je me rappelle, je me levais et je posais des questions, puis il n'y a personne qui me répondait. Wow. Là, je réécrivais dans mon carnet, je me dis, ma gang, je vais toutes vous avoir à un moment donné. J'étais tellement comme fonceuse, orgueilleuse. J'ai dit, attends une minute, là, moi, c'est pas vrai que je vais me faire respecter dans cette communauté-là. Et fière de dire, 17 ans plus tard, que je suis trained trainer pour les coachs à travers le monde. Donc, j'ai toujours des mentorés. J'en ai un présentement au Burkina Faso. J'en ai une en Espagne. Donc, je vais enseigner. Je m'en vais au UK et donner une formation sur le modèle d'affaires. J'ai transformé mon modèle d'affaires. Bref, très impliquée dans cette communauté-là, mais j'ai fait ma place. Donc, ça n'a pas été facile au début, mais j'ai décidé justement de faire ça. Et là, ce qui a été
le clou de toute cette méthode-là, c'est qu'à un certain moment donné, moi, je m'étais mis comme objectif, et on va en reparler peut-être plus tard, du fameux BHAG, le Big Hairy Audacious Goal, que j'ai traduit en français pour le but hautement audacieux et grandiose. Chaque entrepreneur devrait avoir sa vision long terme dans 10 à 30 ans. Et moi, à l'époque, quand j'ai eu cette frustration-là, je m'étais mis, j'ai dit, sais-tu quoi, le fondateur de Scaling Up va être obligé de venir au Québec parler devant 500 entrepreneurs francophones. Et ça, c'était ce que je m'étais mis comme objectif, puis je n'avais aucune idée comment j'allais faire ça. Mais là, quand le livre Scaling Up est sorti, j'ai dit, parfait, je vais le traduire. Et là, personne n'a voulu le traduire, donc j'ai dit, OK, pas grave, je vais partir ma maison d'édition. Et à ce moment-là, je coachais l'équipe de direction de Groupement des chefs, qui est maintenant Entre chefs. Je parlais avec Michel Bondoc, j'ai dit, Michel, j'ai dit j'ai un biang, là, je veux le faire devant 500 entrepreneurs. Je peux-tu faire le lancement du livre au G500? Fait qu'on a fait ça en 2017. Fait qu'on a lancé ça et Vern est venu de l'Espagne pour faire le lancement de livre. Fait que je pense que ça a vraiment été le coup d'envoi où tout le monde disait hey, « j'ai eu ton livre à un moment donné, j'ai eu... » tu sais. Puis aujourd'hui, on a plus de 10 000 copies, dans le fond, qui ont été vendues. Fait que c'est considéré un best-seller au Québec, là. Surtout dans le monde des affaires. Fait que, mais à travers le monde, ça doit être tout un livre oui, assez... on parle de plus de 500 000 donc ouvrages au niveau du Scaling Up. Mais tu sais, Vern écrit toujours à peu près, je dirais, un livre par année. Donc, très impliqué dans la communication, etc. Moi, celui-là a été vraiment le cœur de ma pratique pendant une bonne quinzaine d'années. Mais avec les années, j'ai rajouté des nouvelles méthodes, toujours pour perfectionner un peu ce que je fais dans l'accompagnement. Déjà, depuis ça fait 10 minutes que le podcast est commencé, tu nous as déjà donné plusieurs exemples où il y a eu... J'allais dire, soit des échecs, des ralentisseurs, des gens qui t'ont pas nécessairement toujours encouragé, mais tu le prends avec enthousiasme. Tu sais, au début, juste de ne pas être admise en médecine à l'école. Puis après ça, de te faire dire, écoute, toi, tu vas rester au même niveau. Latéral. Exactement. J'étais contente, lui, je l'ai revu 10 ans plus tard. Donc, ça te motive, ça? Comment? Parce que il y a des gens qui peuvent, j'allais dire, s'effoirer, comme on dit, devant ce genre de situation-là. Qu'est-ce qui fait que tu te relèves toujours, que tu prends ça avec enthousiasme, puis... Moi, je dis tout le temps, tu sais, mon père et mes origines Maheu viennent de la Beauce. C'était des médecins qui donnaient. Tu sais, ma grand-mère, 10 à 15 ans plus tard, elle recevait encore des chèques de mon grand-père quand il était mort pour un accouchement qu'il avait fait, tout ça. Fait que, tu sais, il y a cette notion-là. Fait que je pense que j'ai le beauceron en moi d'entrepreneur puis de fonceuse. Puis ma mère est italienne, elle a été adoptée par des gens de la Beauce. On a retrouvé ma famille en Italie. En tout cas, ça, c'est une autre histoire, un autre podcast. Mais on a retrouvé ma famille en Italie. Puis je pense que c'est un peu ce mélange-là d'italienne beauceronne, qui me rend fonceuse, unique, pas peur de rien. Parce que tu as dit fonceuse et orgueilleuse tout à l'heure. Orgueilleuse, quand j'étais avec la gang de gars oui, l'orgueil embarqué, parce que là, je me suis dit, attends une minute, c'est pas vrai que je vais me faire traiter comme ça. Tu sais, j'ai dit et tout ça. Mais je te dirais qu'aujourd'hui, je suis plus fonceuse et beaucoup dans l'humilité et sans égo. Tu sais, on grandit aussi, on mature, hein, tu sais. Fait que c'est ça. Là, l'orgueil m'est arrivé des coups durs aussi dans la vie, fait que on dirait que l'orgueil apprend le bar. À un moment donné, t'as plus d'orgueil, puis tu veux juste aller bien, puis que les choses aillent bien. Mais c'est une bonne observation. Oui, je suis reconnue comme pour une... Et même, j'ai la réputation que les gens qui travaillent avec moi me disent « T'es mieux d'être prêt parce qu'elle va te challenger ». Fait que je pense que ça fait partie de... C'est dans ta nature. Dans ma nature, mon ADN. C'est ce qu'on s'attend d'un coach aussi, je pense. Sinon... Oui, mais tu sais, en même temps, aujourd'hui, le mot coach est galvaudé, on va se dire les vraies affaires. Il y en a à tous les coins de rue. Puis c'est ça que je trouve dommage. Moi, j'ai même plus le goût d'utiliser le mot coach. Tu sais, moi, je suis fondatrice d'Hypercroissance, puis j'ai différents produits pour aider la croissance des entrepreneurs. Parce que quand tu grattes un peu, les gens vont s'approprier le mot coach, mais c'est vide. À l'arrière. Moi, je suis une coach de carrière. J'ai fait ma carrière, j'ai fait mes classes, mais les gens pensent que je vais lire le livre puis je vais faire ce qu'elle fait, elle, puis c'est facile. Mais tu sais, il y a tout... Puis ça, c'est la même chose, vous, au niveau des finances aussi, puis d'accompagner les... Tu sais, il y a comme un art de le faire. Bien, c'est un peu ça. OK. Parle-nous un peu, on le verra un peu avec des exemples, mais juste rapidement, peut-être nous parler de qu'est-ce qui t'a attiré de la méthode Scaling Up, puis de
Three Hag aussi, qui sont deux choses que tu nommes sur ton... Oui, sur mon site web, j'ai ces 2 certifications-là. Encore là, il y a beaucoup de coachs qui n'ont pas de certification. Moi, j'ai décidé, le Scaling Up, en fait, je te dirais qu'au début, que j'ai traduit en français, puis là, juste pour démystifier, parce que les gens, à l'époque, entendaient parler de Gazelle. Puis là, c'est quoi ça, Gazelle? Gazelle, c'est le nom de la compagnie de Vern. Et à un moment donné, il a changé son nom de compagnie pour Scaling Up. Et moi, je l'ai adapté en français avec Hypercroissance. Fait que, tu sais, ça veut tout dire la même affaire. OK? Et comment j'aime cette méthode-là? En fait, ce que je réalise, c'est que les entrepreneurs ont besoin de concret et de choses simples, rapidement à mettre en action puis de voir des résultats. Fait que de la théorie pour de la théorie, non. Mais si c'est une méthode qui est éprouvée, qui marche, puis que les principes ont été testés, on parle, tu sais, aujourd'hui, on a plus de 500 000 entreprises à travers le monde qui appliquent cette méthode-là, qui ont des résultats. Fait que, tu sais, j'avais le goût d'avoir ça dans mon bagage pour pas dire c'est Cléo Maheu qui vient dire à Tristan Normand, voici comment je... Tu sais, non. Tu sais, c'est peut-être mon approche ingénieuse scientifique, je dirais, là. Il y a de la science derrière ça. Il y a de la science, le côté ingénieur. Fait que cette méthode-là, elle est vraiment éprouvée, elle est bonne et elle fonctionne si les gens ont la discipline de le faire. C'est comme tu prends un bon coach pour t'entraîner. Si tu ne fais pas tes entraînements, tu manges des chips à tous les soirs, va l'avoir la bedaine pareil. Là, c'est qu'on est... Fait que c'est la même affaire. Moi, je compare toujours cette méthode-là à la méthode personnelle d'entraînement. C'est l'entraînement des meilleures pratiques à mettre en place dans votre organisation. Et parlons de quelques exemples, peut-être, sans nommer les gens, ou en tout cas ceux que tu as le droit de nommer, tant mieux, c'est toujours le fun de savoir ça, mais peut-être nous donner des exemples de moments où est-ce que, justement, ton accompagnement a fait la différence pour des entreprises en particulier. Écoute, j'en ai... vous avez reçu Julie Roy sur votre podcast. Donc, Julie Roy, peut-être raconter l'histoire avec Julie Roy. Julie Roy, on a à peu près le même âge. C'est devenu une amie au fil du temps. Mais elle prenait la présidence de son père, il y a une quinzaine d'années. Et elle s'est dit, c'est quoi, j'ai envie de me structurer. Fait que j'ai commencé à travailler avec Julie. Mais je travaille encore avec elle. Fait que c'est ça la beauté 15 ans plus tard. Et je pense qu'aujourd'hui, je fais pas juste la méthode. Donc, pour revenir à ta question, je fais pas juste la méthode Scaling Up, mais je pense, si tu veux accompagner tes entreprises à faire de la croissance, il faut que toi, comme humain, tu crois. Et c'est prouvé, if you want to 10x your business, you have to 10x your people. Donc, tu sais, faire 10 fois ton entreprise, 10 fois. Fait que moi, je pense que j'ai été me chercher des compétences comme ça. Donc, le Three Hag méthodologie qui a été créée par Shannon Susko, j'ai été chercher la certification. Je me suis impliquée sur le Learning Council de cette organisation-là. Après ça, là, je travaille beaucoup avec Jim Collins. Donc, on part... L'année passée, on était 42 entrepreneurs. On était voir Jim Collins à Chicago. Je suis très amie avec le Growth Faculty, donc mon amie Karine Bethy, qui est en Australie, qui a créé les meilleures formations. Donc, j'ai un partenariat avec elle pour amener... Je pense que je suis à l'affût de toutes les grandes tendances mondiales, pas pour me lancer des fleurs, mais j'en mange, j'aime ça. Je suis pas capable de comprendre la nouvelle tendance, la nouvelle patente, la nouvelle affaire, pour venir aider les entrepreneurs dans leur langue. Et c'est pour ça que j'ai créé la maison d'édition, pour être capable d'avoir des livres, être capable de lire en français, parce que comme on en parlait juste avant, il y a beaucoup de choses en anglais. C'est correct de s'inspirer de ce qui se fait de mieux, sans jugement, sans parler d'un pays ou de quoi que ce soit, mais il faut quand même être capable de l'adapter à la réalité d'ici. Puis au début, je me rappelle, j'avais la méthode, puis là, je montrais des exemples de Apple, d'Amazon. Ça parle-tu d'un entrepreneur d'ici? Pas tant que ça. Zéro open bar. OK? Mais parle-y d'un exemple de Julie Roy, qui est ma cliente depuis 12 ans, qui, elle, a 2500 employés. Lorsqu'elle a un contrat, elle doit embaucher 400 personnes d'un coup. Bien, à ce moment-là, elle est devenue... Alors, on a fait une stratégie de dire elle veut devenir meilleure employeur. Ça fait 3 années de suite qu'elle gagne dans les top 50 Great Place to Work. Puis on dit son focus sur le Great Place to Work, c'est ce qui la différencie de son plus gros compétiteur, donc JDE. Elle est très humaine. Son grand-père a parti la business parce que c'était quelqu'un de bienveillant. Julie, elle est bienveillante. Donc, moi, d'accompagner mes clients sur des années et des années. Et là, on s'est dit, OK, là, on est rendu là. On a le beau positionnement pour la marque employeur. Maintenant, comment qu'on se réinvente au niveau de la technologie dans une industrie plus traditionnelle. Fait qu'elle a Denis dans son équipe. Fait que c'est toujours une belle évolution comme ça, puis de comprendre un peu les modèles d'affaires. J'ai accompagné
plein de gens extraordinaires. J'ai le Mé Architecte aussi, qui est une belle entreprise. J'ai mon conjoint d'Amotech. Lui, je suis pas sûre qu'il est toujours content d'avoir du coaching 24/7. Par contre, ça, c'est d'autres affaires. Mais hyper croissance. Donc, il a acheté une entreprise avec 14 employés. Aujourd'hui, il y en a 265. Il a vécu une croissance d'environ 40% par année dans les 10 dernières années. C'est extraordinaire, mais j'accompagne son équipe. Donc, moi, ce que j'aime, c'est vraiment être le catalyseur, vraiment la personne qui va venir supporter. C'est quoi l'hypercroissance? C'est le nombre d'employés, c'est le chiffre d'affaires, c'est de réaliser des rêves, c'est comment j'adore ta question, Normand, parce que souvent, on m'associe, c'est le nom de mon entreprise, Cléo Hypercroissance, puis des fois, on me voit un peu comme une capitaliste qui veut brûler les ressources de la planète. Là. J'ai déjà eu des messages... haineux, quasiment. Haineux. Okay. Oh oui, là, j'ai Ginette du Saguenay qui m'écrit, c'est épouvantable ce que tu fais, puis ça n'a pas de bon sens, puis en tout cas, c'est drôle, là, je me rappelle encore. Mais bref, j'ai ce tag-là, c'est correct. Je me dis, c'est parce que quand on fait les bonnes choses, on est challengé. Mais dans le fond, le mot hypercroissance, ça vient du mot scaling up. Et le mot scaling up, c'est un terme financier. Le mot gazelle, là, si on revient au mot gazelle, l'essence même d'où ça part, c'est un terme financier qui veut dire doubler son chiffre d'affaires de 2 à 3 ans. Fait qu'au départ, ça a été fait pour vraiment maximiser le plein potentiel d'une business pour doubler ses revenus de 3 à 5 ans. Aujourd'hui, Cléo Maheu, à la tête d'hypercroissance, comment qu'elle le voit, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'on peut faire de l'hypercroissance, puis je parle de mon entreprise à moi. Moi, je veux faire de l'hypercroissance d'impact. Moi, je veux venir sur un podcast. Je vous remercie de m'inviter. On parle, si on peut faire changer les choses pour un meilleur monde. Donc, pour moi, ça, c'est ma définition à moi de mon BIAG et de l'hypercroissance. Avoir un impact positif dans la vie des gens, mais pas juste garder ça pour des grands entrepreneurs qui ont les moyens de payer Cléo Maheu, mais être beaucoup plus accessible et être en transfert de contenu gratuit, partager les connaissances. Donc, c'est vraiment ça. C'est parti d'un terme financier, mais aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de dire, l'hypercroissance, pour moi, peut-être une hypercroissance humaine, peut-être une hypercroissance, peu importe. Ouais. Mais l'idée, c'est de maximiser ton plein potentiel, par exemple. Donc, les gens doivent s'ouvrir à toi. Là. Il faut qu'ils te laissent la permission d'entrer dans leur vie parce que si tu n'es pas capable de vivre ce qu'ils veulent avoir en hypercroissance, que ce soit à tous les niveaux de leur vie, je veux dire, tu peux pas leur être utile. Là. Exactement. Puis ça part beaucoup de l'entrepreneur. Tu sais, l'entrepreneur, il veut faire quoi? Tu sais, c'est beau si l'équipe de direction dit on va être pan-canadien, mais lui, s'il y a une jeune famille, puis ça va pas bien avec sa femme, peut-être qu'il va dire, regarde, tu sais quoi, j'aime mieux développer le Québec, j'aime mieux... Tu sais, il y a toujours ce genre de relation-là que je vais avoir avec le président. Mais après ça, on définit un objectif d'équipe qui va être inspirant. Il faut vraiment, tu sais, que ce soit inspirant pour être capable de croître. Puis on a tout le mot humanisé, là. Mais il faut l'humaniser, cette croissance-là. Mais sauf qu'ici, au Québec, puis pourquoi moi j'en fais un cheval de bataille, c'est qu'un n'empêche pas l'autre. Exact. Puis c'est pour ça que j'ai parti mon podcast. Effectivement, l'un ne va pas sans l'autre de nos jours. Exact. C'est même pas un n'empêche pas l'autre. Je pense qu'un va pas sans l'autre. C'est ça. Mais comprends-tu qu'il y a quand même une dichotomie aujourd'hui où la pandémie a fait, on doit prendre soin de nos employés, mais on fait plus de marge, on fait plus de profit. Les entrepreneurs ont tous pris les risques. Et là, tu veux garder ton monde, mais ça pue de bon sens, tu sais. Fait que là, c'est comme, ta minute. Fait que moi, je dis toujours, ils appellent ça le leadership window. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Non. Le leadership window, imaginez 2 axes. L'axe de challenge et l'axe de connexion. Donc, l'axe horizontal, qui est un axe de connexion. Connexion dans le sens de relation? Connexion, exactement. Support, connection. Tu sais, connection and challenge, c'est comme ça que tu vas créer le changement. Qu'est-ce qui arrive dans les organisations aujourd'hui? Soit qu'on est trop humain, puis on fait juste connecter, t'es beau, t'es fin, j'ai peur de te demander de quoi. Mais les vraies entreprises qui font de l'hypercroissance et le leadership qu'on veut avoir dans une entreprise qui maximise son plein potentiel, tu es capable de connecter avec ton monde, d'en prendre soin, mais tu es capable de les challenger aussi. OK. Puis je vais faire le même parallèle avec nos enfants. Si tu élèves ton enfant comme un enfant roi, puis tu lui donnes tout, puis il n'y a jamais de défi dans la vie, il n'évolue pas. Fait que c'est la même... Tu sais, c'est... Ouais. J'aime bien le parallèle avec les enfants. Oui, c'est ça, un enfant bien élevé, c'est un enfant challengé. Ouais. Le mien va me trouver exigeante pas mal, puis que je challenge trop, là, mais bon. C'est ça. Au moins, grâce à ce que tu viens de dire, tu sais, en ondes, il y a plein d'autres parents qui vont être pareils. Fait que là, mais là, tous tes amis vont être pareils à ce temps. C'est ça, exactement. Es-tu déjà arrivé dans une entreprise où, justement, tu as
tu as réaligné presque un 180 degrés, là, parce que c'était malsain, parce que la direction, elle s'en allait pas dans la bonne direction. Puis il y a eu une prise de conscience, là, j'allais dire presque dramatique pour réaligner puis aller vers un nouvel envol, là. Oui. Je vais dire où j'ai un peu... avec le temps, j'ai appris à choisir mes entrepreneurs. Oui. Parce que là, au début, je voulais comme sauver tout le monde. Mais après, je me suis rendu compte que j'ai 2 critères pour aider les gens. Ça me prend un entrepreneur qui est sans ego, qui a beaucoup d'humilité, pour qu'on puisse soit capable de connecter puis de se dire les vraies choses. Puis ça me prend un entrepreneur qui est ambitieux. Et les cas où ça n'a pas marché, parce qu'il y a des fois où c'est un fail, c'est quand l'entrepreneur reste accroché et est dans l'ego, puis il dit oui, mais par en arrière, il ne change pas, puis il va faire du micromanagement, puis il ne laisse pas de place à son équipe. Puis, et c'est là que je me dis, garde, tu n'as pas besoin de moi. T'sais, moi, je me retire dans ces cas-là. Je suis très intransigeante. Si je vois que je n'amène pas de valeur, pas de faire perdre de l'argent. Puis il y a des fois que j'essaye de faire changer vraiment, oui, beaucoup. Je te dirais que quand je commence un coaching, les gens vont dire « Ah, je suis prête à faire le coaching. J'ai une super équipe. » OK, super équipe. Commence l'année. C'est sûr que dans la première année, on va changer 3-4 personnes autour de la table. Parce que si le président a des ambitions, souvent, ce que les gens ne voient pas, il y a un livre de Marshall Goldsmith, qui est un coach extraordinaire, qui a été une belle influence pour moi. « What you got here won't get you there. » Ce qui t'a amené ici, c'est pas ça qui va t'amener ailleurs. Et ça, on dirait que les entrepreneurs, dans les phases de croissance, ils savent qu'ils veulent s'en aller ailleurs. Ils savent qu'il y a un potentiel. Mais il y a des gens qui ont été garants de leur succès dans le passé, mais c'est pas eux qui vont les amener ailleurs. Fait que oui, il y a des grosses décisions, des gros changements, puis ça passe toujours par le volet individu en premier. Puis qu'est-ce qui arrive quand c'est l'entrepreneur lui-même qui n'est pas la bonne personne pour go there? Ça, je le vis présentement. Ça fait longtemps que ça ne m'était pas arrivé. Puis là, j'en ai un entrepreneur comme ça. Fait que là, j'ai eu un appel avec lui. Puis je lui ai dit, j'ai dit, est-ce que tu me permets de donner le feedback? Tu sais, j'ai dit, ça fait 6 mois qu'on travaille ensemble, puis je vois qu'il n'y aura pas de résultat parce que ça part d'en haut, puis tu n'es pas disposé à faire les changements nécessaires. Tu es trop occupé dans de l'opérationnel, dans du quotidien, puis ça part de toi. Fait que là, j'y ai comme donné quelques pistes de réflexion, et là, j'ai parlé aux autres associés. Les associés sont tous d'accord avec moi. Fait que là, je pense qu'il va falloir faire une intervention ou un choix, tu sais, de dire, regarde, est-ce que tu préfères continuer à travailler plus de manière opérationnelle ou tu veux vraiment habiter ta posture de président, comme mon ami Jocelyn Rioux. Ça serait un bon invité, Jocelyn Rioux, je vais vous le référer, il vient d'écrire un livre, Lâcher prise vos opérations. Et comme Jocelyn dit tout le temps, il y a 2 types de présidents. Il y a le président opération, mais il y a le président stratégique. Mais si tu veux croître, il faut que tu t'amènes dans une posture de président stratégique. Il y en a qui ne sont pas capables de la lâcher, cette position-là. Fait que c'est correct, mais vise pas de l'hypercroissance, puis que tu vas aller faire des merge and acquisition, puis que tu vas tripler ton chiffre d'affaires en 10 ans. T'sais. J'ai une autre question pour toi. Tu sais, il y a beaucoup de recettes gagnantes, il y a beaucoup de bons écrits. Je suis sûr que Scaling Up, c'en est une. Pareil comme il y a des super bonnes recettes pour apprendre à se mettre en shape puis courir le Ironman l'année prochaine. T'sais. Les recettes existent, puis il y en a un bon paquet qui fonctionne. Mais c'est la volonté de les mettre en place. Comment on fait pour implanter ça? Comment tu fais pour implanter ça dans le... Oui. Parce que c'est un petit peu ça que tu touches actuellement. Là, oui, tout à fait. Fait que, bon, la recette, c'est la recette, là, mais qu'est-ce qui va faire que l'entrepreneur, son équipe, va déplacer mer et montagne pour l'implanter, puis la faire fonctionner, puis la continuer? C'est sûr que les endroits où ça a fonctionné, c'est quand j'ai un entrepreneur qui est ambitieux. Tu sais, qui le veut, puis qui le ressent, puis qui est capable de prendre les actions courageuses pour y arriver. Tu sais, on parle de courage managérial, là, c'est comme le mot à la mode, mais quand même. Mais tu sais, fait que ça part de ça. Mais moi, mon rôle comme coach, c'est de créer beaucoup d'anglicisme, des quick wins, là, mais tu sais, des gains rapides aussi. Parce que les entrepreneurs, vous êtes tellement pris dans vos opérations. Si je vous parle de la théorie, puis ça va arriver dans 3 ans, je vous perds. Fait que, exemple, je vous donne des exemples concrets. Fait que comment faire pour... Donc, ce qui arrive présentement, c'est qu'il y a toujours un gap dans les organisations entre la vision et les opérations.
OK? Il y a tout le temps ce gap-là. Puis les opérations, on est pris dans le quotidien. Une fois par année, on sort, puis là, on fait notre belle retraite stratégique. C'est beau, puis là, les faits restent à la table, puis il n'y a rien d'autre qui se passe. On retombe dans la routine. On retombe dans la routine, OK? Donc, ça, c'est la réalité des entrepreneurs. Fait que je pense qu'il faut la comprendre, puis il faut amener des gains rapides. Donc, moi, je vais faire une retraite stratégique. Je vais dire, OK, la vision est claire, on sait où on s'en va, on l'a défini ensemble, mais maintenant, gérez moi, j'appelle ça la poutine opérationnelle. Si vous voulez être capable d'arriver à réfléchir de manière stratégique, ne serait-ce qu'une fois par mois, une fois par trimestre, il faut que tu gères ton quotidien. Fait qu'aujourd'hui, les gens, par exemple, nous, on appelle ça des daily huddles, des rencontres quotidiennes. L'équipe de direction doit se rencontrer 10 minutes par jour et partager 3 critères. Bonne nouvelle, ta top priorité d'aujourd'hui et qu'est-ce qui t'empêche d'avancer pour synchroniser les efforts de l'équipe. Et là, moi, je teste. Quand j'ai une équipe qui n'est pas capable de faire une quotidienne puis de régler leur poutine opérationnelle, je me dis qu'ils ne seront jamais capables de réfléchir de manière stratégique. Donc, ils doivent être très bons dans le tactique. Et ça, c'est un quick win. Parce que là, j'y revois un mois après, puis là, il va dire « Hey, sais-tu quoi? Ça a tellement amélioré, ça a synchronisé des affaires, c'est extraordinaire. » Et j'en ai un président qui n'a pas voulu faire les quotidiennes. Moi, j'ai dit, je n'accompagne pas quelqu'un qui ne veut pas faire les quotidiennes. Fait que là, j'ai déjà des pistes parce que je le sais. Là, il va être au courant de tout, mais là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va le faire de manière individuelle, puis il va perdre 2 heures dans sa journée, puis il n'y arrive pas. Au lieu de perdre le 10 minutes que tu as suggéré. Au lieu de perdre le 10 minutes que tout le monde est ensemble et est synchronisé et savoir où il doit mettre son énergie. Fait que ça, c'est des... Fait que, tu sais, fait comment on passe... Moi, je pense que ça prend un désir des hauts dirigeants d'être ambitieux puis de dire on va aller là. Mais comme n'importe quoi, après, ça prend une consistance. Si on veut avoir du succès puis gagner le championship, les championnats, la Coupe Stanley, il faut être capable de mettre une rigueur, une discipline pour atteindre l'objectif. Mais moi, c'est exactement ça que je fais. Tu sais, je mets en place les meilleures pratiques d'affaires pour atteindre ce résultat-là. Le livre a été traduit il y a une quinzaine d'années, si j'ai bien compris. En tout cas, non, ça fait plus 2017. Ça fait 8-9 ans. Ouais. 8-9 ans. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre-temps? Est-ce que c'est quelque chose qui est encore 100% d'actualité et qui risque de l'être encore dans 10 ans, 20 ans? Ou il y a de la nouveauté que tu as dû amener dans ton accompagnement? En fait, le livre a eu une réédition. Moi, il me restait encore des livres français. Il y a eu quelques petits changements. C'est sûr qu'on a tendance beaucoup à parler de l'automatisation des processus. Le AI, ça fait partie vraiment de nos discussions en ce moment. Mais moi, j'aime prendre plusieurs méthodes pour trouver la meilleure pour l'entrepreneur. Tu sais, c'est comme un bon coach en alimentation. On va dire, OK, toi, tu as la maladie. Moi, j'aime, par exemple, la maladie d'Hashimoto. Je ne peux pas prendre de gluten, pas si. Tu sais, il va comprendre mon besoin puis il va me personnaliser quelque chose. Je suis plus dans cette méthode-là, cette approche-là que d'avoir un one size fit all. Fait qu'aujourd'hui, les entreprises, qu'est-ce qu'elles doivent, sur quoi elles doivent se pencher? Bien, effectivement, le plus gros goulot à la croissance en ce moment, c'est le développement du leadership. Nos gens ont été en pandémie, ils sont à la maison, ils mélangent le personnel, le professionnel, la culture s'est effritée. Et là, il faut ramener l'humain au cœur des décisions, mais tout en le challengeant, si on veut faire tu sais, lui donnant des défis. Exact, c'est ça, si on veut être capable de créer des changements. Il y a cette notion-là, mais aujourd'hui, ce que je vois que les entreprises sont toutes en train de sous-estimer, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle. Et justement, j'écoutais un webinaire là, juste sur le Growth Faculty, justement, qui disait que 71% des implantations IA sont des échecs. Parce que les gens ne sont pas préparés, on ne les développe pas, on les... Fait que c'est cette notion-là. Pour moi, ça se résume en un mot. Le plus gros goulot de croissance en ce moment, c'est le développement du leadership. Comment qu'on intègre le leadership dans les organisations? Comment qu'on donne du pouvoir? Puis souvent, je me rends compte que l'équipe de direction peut être super alignée. Mais entre l'arbre et l'écorce, là, les superviseurs ou les chefs d'équipe, là, ils n'ont aucune idée. Ils va comme je te pousse. Fait qu'il y a cette cascade-là de leadership à travers l'organisation. Et Jim Collins dit toujours, on devrait avoir 90% de joueurs A, des superstars, dans les fonctions critiques. Fait que moi, je me dis, demain matin, là, si tu veux croître ta business, là, as-tu le bon monde dans les bons sièges? Que ta personne à la réception qui n'est pas super vite, mais elle ne changera pas tes résultats. Le gars au shipping, pas grave que c'est un B, mais qui a les valeurs, qui est de bonne humeur, qui est de ça. Pas besoin d'avoir toutes des superstars, mais dans tes fonctions critiques en ce moment, as-tu les bons joueurs?
Je peux te garantir, mettre mes 2 mains dans le feu, que toutes les entreprises qui sont capables, les présidents qui sont capables de s'entourer des meilleurs, la croissance se fait... Ça va suivre. That's it. Ça Un va clic. être naturel. Oui. Tu nous as parlé que tu as déjà réalisé un de tes billets, but hautement audacieux et grandiose, Oui. d'avoir le fondateur de Scaling Up qui est venu ici à un de tes lancements. C'est quoi le prochain ou celui que tu es en train de vouloir accomplir? Je m'étais mis qu'en 2025, je voulais avoir eu un impact sur 100 000, un impact positif sur 100 000 entrepreneurs. Mais en fait, le bilingue, c'est plus l'inspiration puis l'alignement. C'est comme tu montes ton mont Everest puis comment tu le montes. Donc là, ce que ça m'a permis de faire, c'est que moi, je suis à ma 5e saison de podcast. J'ai célébré mes 100 épisodes d'Histoire d'hypercroissance et je pense que mon sang va venir de ça. Comprends-tu? Tu sais, là, j'ai comme 50 000 sur Ocha, j'en ai 30 000 sur YouTube. Puis ça, c'est tous des gens qui ont, sur 100 épisodes, ils en ont écouté presque 100 000. Donc, heures de podcast. Je me dis, ben garde, j'ai quand même shifté mon modèle de dire, je suis la référence en francophonie. Non, j'ai un impact positif sur un grand nombre de personnes. Ben oui, c'est sûr. Oui. Puis... tu as aussi, dans ton parcours, vécu un arrêt brutal. Tu as été malade à un moment donné. Oui. Parle-nous un peu de ça, puis c'est quoi les impacts là, que ça a eu pour toi? Oui. Donc, comme vous pouvez voir, je suis très passionnée dans ce que je fais, très intense dans ce que je fais aussi. Tu sais, je pense que les entrepreneurs sont intenses, mais moi, femme intense aussi. J'ai comme découvert un pattern. Au début, quand j'ai eu le cancer, j'ai dit... Je vais écrire un livre sur les femmes intenses et la maladie parce qu'ils tombent toutes malades. Là. Il me semble que je voyais juste ça partout. Là, mais dans le fond, août 2022, prends ma douche, découvre une masse au sein gauche, va faire une échographie, découvre que j'ai un cancer du sein, passe un IRM, 3 masses au sein gauche, opération en septembre, analyse de la masse, donc je dois faire de la chimio préventive, etc. Donc, ça a été un choc, mais encore une fois, dans mon positivisme, je me suis dit, c'est quoi, je vais faire de cet obstacle-là une victoire. Je vais sortir plus forte qu'avant. Et je travaillais beaucoup avant. Je me suis divorcée. J'avais beaucoup de... Et j'ai traduit mon 2e livre, c'est « Mettre son masque à oxygène en premier ». Mais je disais en joke aux gens, je l'ai traduit pour moi, là, en premier, là, d'apprendre à prendre soin de moi. Première cliente. C'est ça, d'apprendre à prendre soin de moi. Et tout ça. Et là, dans le fond, effectivement, c'est un arrêt brutal. Mais aujourd'hui, j'en vois juste du positif. Ça m'a permis de découvrir des gens extraordinaires à travers le cancer. Juste avant d'arriver ici, quelqu'un m'a mis en relation avec une fille qui a un stade 4 qui vient de finir sa chimio. C'est comme, tu sais, avant de rentrer ici, là, puis parler d'hypercroissance, puis d'être dans les nuages à 10 000 pieds, là, garde, là, elle va-tu passer à travers? Ça m'a donné vraiment l'intention d'aider encore plus, parce que j'aide beaucoup dans le cadre d'un travail et des compétences, mais là, je sens que mon futur, mon grand rêve, ce serait d'avoir probablement un jour ma fondation ou tout ça. Mais pour le moment, je me suis impliquée dans une fondation de cœur qui s'appelle Garde tes cheveux. Est-ce que vous connaissez Garde tes cheveux? Non, parle-nous-en. Je la connaissais pas à venir jusqu'à il y a à peu près 45 minutes. OK. Avant que tu arrives. Avant que tu arrives. Bon, voyez-vous, c'est pour ça que c'est important d'en parler. Oui. Donc, la fondation Garde tes cheveux a été créée par Sylvie Trusdale-Ménard, une avocate, qui a eu le diagnostic du cancer à 40 ans. Elle avait des jumelles et un petit garçon, puis qui était en bas de 10 ans. Puis elle s'est dit, c'est pas vrai que mes enfants vont voir maman malade. Fait qu'elle a commencé à chercher une recherche. Elle a fait des recherches. Elle s'est rendue compte que ça existait aux États-Unis, qu'il y avait des casques réfrigérants que tu pouvais mettre sur la tête lors de tes traitements de chimio qui gèlent ton follicule pour éviter la perte de cheveux. Elle a fait venir ces casques-là et elle a fait le casque. Et après ça, il y a Sophie Reiss qui a écrit le livre « Un cancer en cadeau » qui a passé à Tout le monde en parle. Et elle également, elle a joint la fondation et mon amie Jasmine Marcoux qui a joint. Donc moi, quand ça m'est arrivé, j'ai comme fait... doctorat en c'est quoi les meilleures pratiques, qu'est-ce qui arrive, je lis le livre anti-cancer. Sophie Reiss m'a beaucoup aidée parce qu'elle était en train d'écrire son livre à cette époque-là, mais elle référait plein de livres et tout. Et j'ai découvert la fondation.
Et là, dans le fond, j'avais un événement, moi, que je faisais. Je faisais le lancement de mon 3e livre avec Warren Reston, l'auteur, le leader en nous. Et Warren est venu à Montréal, puis j'ai dit, sais-tu quoi? J'ai dit, tous les fonds de cette fondation-là, elle mérite d'être connue, vont aller à la fondation Garde tes cheveux. Et je savais pas à ce moment-là si j'allais faire de la chimio ou pas. J'avais fait mon opération, j'avais pas eu mes résultats. Et là, j'ai remis 10 000 $ à la fondation. Je me suis liée d'amitié avec les filles. Et une semaine après, j'avais mon résultat qu'il fallait que je commence la chimio. Alors, j'ai décidé de faire les casques réfrigérants. Fait que je vous explique un peu le principe. Oui. Fait que je vous invite à aller voir gardetecheveux.org. Ça, c'est vraiment la fondation. On est là pour, dans le fond, éduquer, outiller et accompagner les gens qui vont devoir faire de la chimiothérapie et qui perdent leurs cheveux. Ce qu'on n'explique pas, c'est qu'il y a 8 % des femmes qui vont refuser la chimiothérapie parce qu'ils ne veulent pas perdre leurs cheveux. Il y a des risques d'alopécie permanente, donc de perte de cheveux permanent lorsque tu fais de la chimio. Moi, j'ai fait le Taxotere, qui est une chimio très forte, où tu perds tes cheveux, ils ne te le disent pas, mais tu peux avoir des trous, des plaques. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une mauvaise presse par rapport à ça, par rapport à la possibilité de garder les cheveux. Donc, moi, j'ai été voir mon oncologue. Moi, j'étais toute prête. Je savais que mon mari serait là pour m'aider et tout. Et là, dans le fond, je vais voir mon oncologue. Mon oncologue, je dis bonjour, là, il dit, madame, vous allez faire de la chimio. 2e phrase, vous allez perdre vos cheveux. Je l'ai regardé, j'ai dit, non, je ne perdrai pas mes cheveux. Et là, il dit, ah ouais, tu vas faire ça, les casques réfrigérés. Oui, je vais les faire. Je retourne dans son bureau un mois plus tard. Il dit, tu as une perruque? Je dis, non, monsieur. Je dis, non, docteur, j'ai gardé mes cheveux. Alors, on a créé une communauté où on s'entraide. On a fait un site web, on a tout refait notre site web. Donc, tous les sous qu'on a ramassés, on a refait un site web avec une 15aine de capsules vidéo qui expliquent tout le processus. En fait, ce qu'on veut, c'est permettre de faire un choix éclairé lorsque tu as un diagnostic comme ça. Et là, ce qu'on se rend compte, même Geneviève Evrel de Miss Sushi, la fameuse Miss Sushi, qui vient d'avoir le cancer, c'est notre meilleure ambassadrice en ce moment parce qu'elle dit, écoute, j'aurais dû le faire. Elle était en plus était enceinte. Imagine comment elle était enceinte en faisant ses traitements. Elle voulait pas faire le casque en plus, mais elle a décidé. Mais aujourd'hui, elle dit, s'il y a une chose que je regrette, c'est d'avoir perdu mes cheveux. Et quand tu parles à n'importe quelle personne qui est passée à travers un processus, la perte de cheveux, plus pour une femme, je dirais des fois quand tu as les cheveux longs, mais même on a nos hommes aussi qui ont fait les casques réfrigérants. Donc, la journée du traitement, tu arrives avec ta glacière à l'hôpital parce qu'il faut que tu sois complètement autonome. Il ne faut pas que tu déranges les infirmières avec ça, etc. Il y a des systèmes fixes qui existent, mais tu ne peux pas rester sur la chaise. Les minutes sont comptées. Donc, tu dois vraiment être autonome et prendre des casques qui vont dans une glacière de glace sèche et qui vont être à moins 30 sur ta tête lorsque tu vas les mettre. Fait que c'est vraiment comme une lasagne là, de glace, casque. Tu en as 3 et tu as besoin de ton capeur. Donc, moi, j'avais les solutés. J'étais assis comme ça. Et donc, 1 heure avant mon traitement, je commençais les casques et je les changeais aux 20 minutes la première heure. Et par la suite, j'ai changé aux 25 minutes. Et chaque casque est numéroté 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et une fois que j'ai fini mon traitement, on retourne à la maison et je le fais à 4 à 5 heures après mon traitement. Donc, ça veut dire 25 à 30 changements de casque dans la journée. Mais ce que les gens sous-estiment, puis là, je sais que je prends du temps parce que je suis passionnée puis j'aime ça, mais vous aimez les anecdotes. Ce que les gens sous-estiment, quand tu as un diagnostic de cancer, tu focuses sur ta maladie. Quand tu focuses à garder tes cheveux avec ton conjoint, ça te donne un projet qui te défocus de la maladie. Intéressant. Vraiment. Et là, j'ai l'image de mon chum. On avait pris l'autoroute pour remonter la 15 Nord. Gros trafic. Puis là, moi, c'est ma première journée. Puis on dépassait de 25 minutes. Il était rendu 30 minutes. On arrête sur le bord de l'autoroute des Carrés. J'ai le casse. Sors de l'auto. Moi, je crie « It's an emergency! It's an emergency! » On change le casse sur le bord de l'autoroute. Mais aujourd'hui, on en rit. Puis, tu sais, je m'assurais de chanter dans l'auto la balade des gens heureux. Puis je l'envoyais à ma famille. Mais il y a quelque chose de beau là-dedans parce que mon chum qui pouvait rien faire pour moi, ben il peut dire, moi, c'est à cause de moi que ma blonde a gardé ses cheveux. Ouais. Fait qu'on sous-estime toute cette notion-là de prendre, en fait, des choix éclairés. Et là, ce qu'on est en train de faire avec la Fondation, on a des partenariats avec l'INES, avec Saphir. Bref, on est en train de monter des partenariats pour offrir des bourses aussi aux femmes qui en auraient besoin parce que ça coûte environ 500 $ de location par mois. Puis des fois, tu as des mères monoparentales qui ont 3 jeunes enfants. Puis de plus en plus de jeunes
ont des cancers aussi. Tout à fait. Fait qu'on a aidé 350 personnes l'année passée, donc à garder leurs cheveux. Mais il y a environ 6000 personnes au Québec qui ont des diagnostics de cancer. Fait qu'on n'en parle pas assez, c'est pas connu, c'est pas... Et les assurances vont rembourser les perruques, mais là, il faut faire du lobbying pour rembourser les casques. Pourquoi qu'on rembourserait pas une location de casque si tu rembourses une perruque? Fait qu'on a énormément de travail. Là, on a un beau site web pour aider les gens. On a une belle communauté Facebook. Mais merci de me permettre d'en parler. Plein plaisir et puis surtout félicitations d'avoir transformé un obstacle en une victoire. Oui, vraiment. Non, c'est ça. Puis tu sais, j'ai fait la retraite. On a fait la retraite stratégique. Les 5 filles, on est 5 filles qui ont eu le cancer. On a tous gardé nos cheveux. Fait que, tu sais, on l'a vécu, on le ressent, tu sais, puis mais je dirais qu'on est 4 femmes intenses. On est toutes, une est vice-présidente accès à la profession de l'ordre. Sophie Reiss est sur les médias partout. Sophie Trusdale, elle est avocate. Tu sais, on est 4, on est toutes des mamans hyper impliquées. Mais tu sais, souvent, on dit, va voir la personne la plus impliquée, puis c'est elle qui va te le faire. Je nous sens comme ça, là, tu sais, les 5. Puis quand les gens regardent, puis disent, vous avez même pas de permanence. Non, on est au balbutiement de la fondation. On est en train de la monter. Fait que si jamais il y a des gens qui veulent donner, contribuer, savoir, on a notre email qui est info@gardetecheveux.org. N'hésitez pas parce qu'on connaît tous quelqu'un qui a un cancer. Tout à fait. Il faut en parler. Tout à fait. On est dans une, disons qu'on est dans une chaise où est-ce qu'on connaît effectivement qu'est-ce qui se passe dans une maison quand ces choses-là arrivent, évidemment, oui, là, hein? par la nature de notre profession. Fait qu'on peut être des bons ambassadeurs de ça. Merci de nous l'avoir partagé. Ben, merci à vous. Alors, quittons l'hypercroissance des cheveux. Oui. Et revenons à, à Hypercroissance, la compagnie. Il y a quelque chose que j'ai retenu que tu as dit tantôt. Oui. Tu as dit, en gros, si je coach une entreprise, puis que eux sont, leur objectif, c'est de faire un 10X, un x10. Oui. Je peux pas vraiment être leur coach si moi-même, je suis en train de travailler sur mon 10X, ou encore si moi, je suis le président. Comment tu vas faire ton 10X à partir de maintenant dans Hypercroissance? Oui, ça, c'est une bonne question parce que puis c'est là que je vais rejoindre ta question, Normand, que tu parlais tantôt, de dire c'est quoi pour toi l'hypercroissance, puis où tu dois, puis ton BIAG. Fait que moi, dans le fond, ce que je me suis dit, j'ai jamais voulu avoir une croissance d'un modèle traditionnel de service. C'est-à-dire que je suis coach fondatrice, je vais engager d'autres coachs qui vont aller former, qui vont aller... Moi, j'aime ça encore, aller sur le terrain. J'aime ça connecter avec mes clients, mais en même temps, je suis en scale-up. Fait qu'il faut que je fasse du scale-up à quelque part si je le fais pas, tu sais. Alors, j'ai développé, j'ai créé un mot, là, mais c'est la productification de mon offre de service de coaching. Fait qu'aujourd'hui, j'essaie d'aller dans tous les paliers, dépendamment où les gens qui ont moindrement, que tu es un jeune entrepreneur, que tu n'as pas de sous, mais que tu as de l'ambition, puis tu veux apprendre, bien, il existe pour toi le livre qui est accessible. Il existe une formation en ligne, mais j'ai créé un challenge. Donc, pendant une semaine, je vais avoir environ 500 entrepreneurs qui je vais donner gratuitement de mon temps pendant une semaine, donc de midi à 12h45. Et c'est comme un mini bootcamp, là, tu sais, ma plus grosse formation. Et là, je vais leur donner les meilleurs outils. Puis je donne. Puis, tu sais, il y a des gens qui vont partir avec ça puis qui vont être bons pour un an. Fait que ça, c'est une façon pour moi d'être, tu sais, quand je parle de productifier mon offre, de rendre ça accessible. Et là, les gens qui disent, sais-tu quoi, moi, j'en ai besoin de plus, bien, viens te joindre au bootcamp avec ton équipe. Donc ça, c'est 4 demi-journées en virtuel. Puis pourquoi je le fais en virtuel? C'est parce que je vais chercher des gens partout au Québec. Ouais. Tu sais, c'est comme là, ce matin, il y a quelqu'un à Chicoutimi, là, tu sais, là, qui se part une compagnie électrique. Puis là, il embarque, puis il a hâte. Puis, tu sais, c'est comme, je fais qu'encore là, ça fait partie de ma vision de rendre ça le plus accessible. Fait que c'est 4 demi-journées virtuelles. La méthode Scaling Up, c'est toujours 4 décisions critiques à la croissance. Les individus, la stratégie, l'exécution, les liquidités. Donc, une demi-journée par décision virtuelle. Je donne accès à ma formation en ligne. Ils ont accès à la formation à vie. Et par la suite, là, je vais les mettre dans l'action. OK, c'est quoi ta structure organisationnelle? C'est quoi ton chiffre d'affaires dans 3 ans? OK, tu vas avoir le même monde? C'est où que tu embauches? Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Fait que là, tu sais, je leur mets vraiment les outils pour être capable d'avoir, au bout de ces 4 semaines-là, un plan de croissance qui a fait la renommée de la méthode, qui est un plan stratégique en une page. Donc, on leur donne un ébauche de ça, fait qu'ils sont capables de partir avec quelque chose de concret. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait un gap entre le bootcamp, qui va être aux alentours des 2500, des fois, on a des subventions de 2500 à 5000 $. Puis là, il y avait Cléo en coaching privé qui coûte une fortune. Fait que là, puis moi, je voulais pas tant faire de coaching privé maintenant parce que
si je veux faire un scale-up de ma business, il ne faut pas que je fasse un client à la fois puis je prends mon char. Parce qu'un coach normal va faire à peu près 80 jours d'exécution. Moi, j'en faisais 150, plus un livre traduit, plus un podcast. Mais que tu peux travailler un petit peu trop. Fait qu'aujourd'hui, je fais 50 jours d'exécution par année, mais j'ai doublé mes revenus. Fait que c'est un peu ça, mon scale-up de modèle d'affaires. Et ça m'a amené à faire, entre mon coaching et mon bootcamp, j'ai créé des cohortes depuis 4 ans qui s'appellent le Mastermind. Parce que là, il y a des gens qui sortent du bootcamp, ça fait 1 mois, parfait. Ouais, mais que là, j'ai besoin de quelqu'un, là. Comme il y a des gens qui vont s'entraîner par eux-mêmes dans leur tous les matins, ils vont à la discipline, mais il y en a d'autres qui disent j'ai besoin d'un coach qui va me challenger. Bien là, j'ai créé ça. Donc, c'est un accompagnement annuel, c'est une cohorte d'entrepreneurs. Puis, tu sais, Normand, tu as fait le EB. Puis, tu sais, souvent, le EB, moi, je dis toujours, puis c'est pour ça que je m'allie bien avec le EB, parce que le EB, ça transforme et fait évoluer l'entrepreneur. Mais l'entrepreneur qui revient dans son organisation, c'est pas l'équipe qui a tout vécu la même chose. Fait que moi, j'ai décidé de faire un mastermind où le matin, j'ai l'entrepreneur, mais dans l'après-midi, les équipes de direction vont venir se joindre et tout le monde va apprendre. Et comme cette semaine, je donne une conférence avec Jocelyn Rioux. Donc, j'essaie d'aller chercher, pas juste moi que la science infuse, je vais aller chercher Move AI, il est venu pour nous parler d'intelligence artificielle. Sarah Jobin de la Talenterie est venue nous parler. Donc, je vais chercher les meilleures pratiques des gens que j'aime qui sont kingpin local sur les enjeux des entrepreneurs, mais je les aide à travailler avec leur équipe. Fait que ça, je suis vraiment fière de ça. On est à la 4e année et j'ai une cohorte qui s'appelle le Mastermind Alumni. Donc ça, c'est des gens qui veulent rester avec moi année après année, qui disent, regarde, Cléo, moi, là, tu sais, je te vois dans mes 4 trimestriels, tu me challenges, tu m'amènes les nouvelles pratiques et je fais toujours des voyages avec eux. Donc, on s'en va à Denver voir Vern Harnish, le fondateur de Scaling Up, et on s'en va, avec l'autre cohorte, on s'en va voir Jim Collins en octobre. Mais tu sais, c'est ça que j'aime. Amener les meilleures pratiques, mais oui, locales, mais en même temps, il faut aller s'inspirer ailleurs, puis on revient chez nous, puis on l'implante, puis on fait grandir notre économie québécoise. Les accompagnateurs comme toi ont tendance à avoir des belles questions, puis tout le temps plus de valeur dans une bonne question qu'une bonne réponse. Oui. Quand on te rencontre, c'est quoi les 2-3 premières questions déstabilisantes que tu nous poses? Écoute, une que j'aime beaucoup poser là, de ces temps-ci, tu sais, oui, c'est ça, c'est quoi tes défis, t'es ça, là, mais tu sais, c'est demain matin, là, je vous donne une baguette magique, là. Qu'est-ce que tu changes dans ton organisation? Puis souvent, tu sais, ça les aide, ça enlève comme l'effet de la peur, tu sais, de baisser ça, de je peux pas, là, mais mettons, tu sais, je rêve, magique, là. Tu sais, je rêve, là, tu sais, fait que souvent, puis là, finalement, tu sais, je vais partir de ça pour les faire rêver, les mobiliser, structurer le futur pour après revenir puis combler le gap entre l'opérationnel et le stratégique. C'est bon, j'aime ça. Oui. Ouais. Est-ce que tu as des mentors ou des personnes qui ont eu une grande influence pour toi dans ton parcours ou qui en ont encore maintenant? Oui, vraiment. Écoute, j'ai le 3e livre que j'ai traduit, c'est Warren Reston, Le leader en nous. C'est le mentor de mon conjoint. Et c'est devenu un ami. J'ai traduit son livre. C'est un homme extraordinaire. Et dans le fond, tu sais, quand tu t'assois avec lui, là, puis là, au début, mon chum, il voulait me le présenter. Puis là, je disais, ouais, c'est ça, un autre Américain, là. T'sais. Et j'ai été manger avec lui, et pendant le repas, et quand tu parles à cet homme-là, il n'y a rien de négatif. Il va toujours amener, tu sais, puis là, j'y parle un peu de ma business, puis ça, puis là, il dit, c'est dur de s'arrêter quand on est passionné. Une phrase, tu sais. Fait qu'à quelques moments, je l'ai pris vraiment pour m'aider, moi, quand j'avais des bons défis. Fait que j'ai ce mentor-là. J'ai une communauté de coachs à travers le monde. Donc, il y a Nikolai en Allemagne, qui est comme un peu mon peer coach. Lui, il fait en Allemagne, le livre, il l'a traduit en allemand, il l'a développé. Fait qu'on se benchmark toujours de bien comprendre comment on l'implémente comme ça. Il est ce que tu es ici. Exactement. Fait qu'on dit, t'es rendu où? Tu fais quoi? Tu sais, tout ça. Fait que ça j'ai vraiment une bonne... Et ma découverte post-cancer, où là, je suis en amour... moi, j'ai des flashs comme ça. Je tombe en amour avec des speakers. Là, tu sais, Simon Sinek m'a influencé. Là, mon grand amour intellectuel, c'est Chip Conley. Donc, Chip Conley est stade 3 au niveau du cancer. C'est un homme extraordinaire qui a écrit le livre Learning to Love the Midlife, qui est sorti l'année passée. J'ai fait une formation avec lui aux États-Unis. Donc, à son école, il a créé une école pour les gens qui... Parce que pensez-y, là, vous, entrepreneurs, à un moment donné, tu veux ralentir,
Puis là, tu te rends compte que tu as travaillé toute ta vie, puis tu sais pas comment ralentir, puis tu n'as pas d'autre passion. Fait que lui, il a créé une école pour les gens, Modern Elder Academy, donc pour les gens dans le 50 ans et plus. Et dans son livre, il te donne 12 étapes pour dire, regarde, tes 50 premières années, tu étais là pour te dépasser, tu sais, comme prouver ton 50 et plus, il faut que tu sois là pour donner. Et il aide les gens. Donc, moi, j'ai fait de la formation Owning Wisdom. On est 27 personnes à travers le monde. On se parle. J'organise la retraite à Bahia parce qu'ils ont une école à Bahia. Fait qu'on retourne là, les 27 personnes. Je me suis liée d'amitié à travers des gens, à travers la planète. Et là, ça, c'est mon dada du futur. Fait que lui, là, c'est... Je trouve tellement qu'il est porteur du message futur. C'est pas vrai que l'argent va faire le bonheur, la liberté. C'est pas vrai qu'il faut être capable de réfléchir à c'est quoi mon next purpose, c'est quoi ma prochaine raison d'être comme entrepreneur, où je peux donner de mon temps, c'est quoi mes qualités. Puis moi, c'est là que je suis rendue là. Tu sais, je vais avoir 49 bientôt. Et là, je me dis, garde, puis je veux faire sa formation de coach en transition parce que je me dis, le plus gros défi des entrepreneurs à venir, là, puis je n'ai un à la maison, c'est de vivre des fois des transitions. Fais ça, là, c'est ça. Tout le temps. Mais tu sais, de vivre des transitions, tu sais. Puis souvent, les gens vont dire, je suis passionnée. Non, j'aime ça, ce que je fais. Oui, mais t'as pas de vie, tu t'es divorcé, t'as pas le temps de rencontrer quelqu'un d'autre. Tu sais, mais en bout de ligne, là, la vie à deux est extraordinaire. Prendre du temps avec tes enfants, c'est extraordinaire. Fait que toute l'humanisation de l'hypercroissance va passer par cette connexion-là, probablement plus à aider les entrepreneurs. Tu as dit tout à l'heure que tu avais 50 jours par année que tu livres ou d'exécution, d'exécution, oui. Exactement. Combien de jours par année tu passes en formation, en ressourcement, en découverte? C'est une bonne question. Écoute, j'en passe pas mal. Écoute, je suis une grande voyageuse. J'aime vraiment voyager et j'ai la chance de voyager avec mon conjoint qui est libanais. Donc, on voyage, les amis sont un peu partout. Mm-hmm. Mais je vais toujours faire des voyages avec mon fils qui va avoir 17 ans. Des voyages à caractère plus terre à terre, groundé. Donc là, je m'en vais en Thaïlande avec lui. On va aller nourrir 720... on a payé un repas dans une orphelinat. On va aller nourrir les gens là. Tu sais, j'essaie toujours d'avoir un caractère un petit peu plus humain, groundé. Je l'avais amené à 6 ans faire de la truelle, une école en Équateur. En tout cas, bref, il y a une maman qui donne l'expérience, mais cette ouverture-là. Fait que, tu sais, je vais faire... Fait que j'ai vraiment un plan complètement détaillé de ça. Fait que je sais exactement, j'appelle ça mes voyages wow. Fait que dans mes voyages wow, il faut que je n'ai un avec mon conjoint, je n'ai un avec mon fils, je n'ai un avec ma mère, qui sont les 3 personnes les plus importantes. Après ça, on a des voyages, oui, avec les amis, ces choses-là. Puis pour apprendre, je sens... Tu sais, j'ai été très, très impliquée dans la communauté Scaling Up. Et là, j'aime mieux aller du côté européen pour apprendre des coachs là-bas qui n'ont pas nécessairement la formation. Tu sais, c'est pas le même mindset que le US. On sait avec les conditions sociopolitiques qu'on a en ce moment. Fait que je me colle plus à l'Europe. Ça va avoir une saveur différente, dans le fond. Il y a une saveur différente. C'est tellement différent. J'aime tellement ça. Tu sais, si tu regardes les coachs aux États-Unis, c'est beaucoup, tu sais... on parle de cash. Puis moi, je me suis pas retrouvée là-dedans pendant des années, jusqu'à temps que j'aille en Europe. Je dis, OK, ils ont une approche différente, eux. J'ai été en Australie, j'ai été voir, tu sais. Fait que je fais beaucoup de voyages d'affaires dans pour apprendre de ces tendances-là. Puis personnellement, ben j'aime beaucoup, c'est ça, là, tu sais, je m'en vais faire le tour du Mont-Blanc avec ma copine Jasmine qui a eu le cancer. On veut lever des fonds pour la fondation. J'aime ça mettre des challenges un petit peu plus personnels. Puis c'est ça. Des trips, des défis, mais qui va être ressourçant. Ça t'arrive-tu des fois de regarder dehors par la fenêtre et prendre un petit verre d'eau? Hein, je suis intense, hein? Écoute, je vais vous faire rire. Là, je savais que là, Jocelyn Rioux, mon ami, il dit là, tant que tu te calmes le pompon, là, t'es dans dopamine solide, là, tu sais. Fait que là, il me dit, là, il faut que tu apprennes à méditer. Fait que là, apprendre à méditer. Fait que là, il me réfère une dame qui s'appelle Danielle Lamoureux qui a écrit un livre, L'Arme de la bienveillance, excellent livre d'ailleurs. Et là, je parle à Danielle, j'ai Danielle, puis elle a été moine pendant, je pense, 25 ans. Puis, fait que là, je l'ai pris comme coach. Tu comprends-tu? Tu sais, moi, je m'entoure de coach là, quand il faut que j'apprenne de quoi. Ouais. Fait que Danielle, elle m'a montré pendant 1 an comment méditer, comment connecter avec mon corps, comment, tu sais, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Mais je te dirais que c'est un work in progress. Tu sais, dans
les 3 éléments, tu sais, le corps, ça va. J'ai mon coach privé, j'aime faire du yoga, du plein air, tout ça. Le corps, ça va. L'âme, ça va. Je suis une tripeuse, j'aime découvrir. Mais l'esprit, là, calmer l'hamster, c'est vraiment mon défi. OK. C'est vraiment mon défi. Écoute, tu es en train de t'entourer des bonnes personnes pour On réussir à faire ça. on essaye. Cléo, imagine-toi que ça fait comme bientôt 1 heure qu'on est ensemble. Oui. Fait que je sais pas si tu t'en étais rendu compte, mais moi non. Mais vraiment, le chrono nous dit qu'il nous reste 2 minutes. Donc, on va conclure là-dessus. Je vais laisser la parole à Normand pour commencer. Qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui t'a... Ben écoute, femme d'exception, premièrement. Deuxièmement, moi, j'ai les voyages wow, là. Oui. Je trouve ça incroyable. Incroyable de créer ces capsules-là dans ton agenda, de favoriser des gens pour t'accompagner dans ce wow-là. Oui. Écoute, je trouve ça exceptionnel. Puis ça peut être à n'importe quel niveau, hein. Tu nous as parlé de voyage, mais ça peut être une sortie au biodôme, au jardin botanique, ça peut être n'importe quoi. Oui. Donc, ça, je trouve ça incroyable. Femme curieuse, passionnée, très bonne communicatrice. Puis écoute, de la fondation, de prendre le temps à travers l'agenda qu'on peut imaginer que tu as, de redonner aux autres, je trouve ça exceptionnel. Félicitations, merci. Puis j'espère qu'à travers le balado, les gens vont découvrir la femme que tu es, l'impact que tu vas avoir sur les entrepreneurs, les gens qui entourent les entrepreneurs, mais aussi pour ces gens-là qui ont le cancer puis qui ne voient pas une autre issue que de perdre leurs cheveux quand ce n'est pas le cas. Exact. Donc, merci beaucoup. Merci. Ben, je ne répéterai pas ce que Normand a dit, mais j'aurais pu tout dire ça. Mais je vais ajouter, tu as une curiosité incroyable. Tu as dû nous nommer assez de livres pour occuper les 2 prochaines années de ma vie minimum, qui ont tous l'air plus intéressants les uns que les autres. Tu sens vraiment quelqu'un qui te tient en haut de ta game que tu veux jouer. C'est vraiment pas juste des paroles en l'air. Tu vas chercher le coaching là où il est disponible. Tu crois au coaching. Bravo pour l'ensemble de ton œuvre, pour ton podcast, pour la fondation, pour comment tu as l'air d'être une mère exceptionnelle à travers tout ça. Bravo pour l'ensemble. J'ai vraiment aimé mon entrevue avec toi aujourd'hui. En fait, écoute, je ne vais pas te voler le mot que tu allais dire, mais non, vas-y, tiens. Non, vas-y. Ben, j'allais dire, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi, éventuellement? En fait, que mon passage sur Terre, ben, elle a fait ce qu'elle pouvait pour aider les autres. C'est vraiment d'avoir marqué les gens, mais pour vraiment que j'ai contribué, en fait, que les gens voient que j'ai essayé de contribuer au meilleur de mes connaissances, puis dans ce que j'ai pu, mais d'avoir laissé un petit impact positif sur ces gens-là, c'est vraiment ce qui me drive tous les jours. Tu as les moyens pour le faire. En tout cas, on essaie. Bien, moi, je voulais vraiment vous remercier. Écoute, très belle approche. Je me suis sentie bien, en confiance, et je pense qu'on a une vision commune, une contribution commune quand on parle de meilleur humain, meilleur monde. Donc, merci infiniment pour cette belle fenêtre-là. C'est rare qu'on m'interviewe, j'aime moins ça, mais j'ai apprécié l'expérience, c'était super le fun. Donc, merci sincèrement.